l'intelligence artificielle. Babou. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, vous êtes-vous déjà demandé comment réagir face au changement? Pour répondre à cette question, on rencontre cette semaine Justine Dumas, qui est doctorante et chargée de cours à l'Université Laval et qui se spécialise et fait sa thèse sur la gestion du changement. On va définir la gestion du changement, on va parler de l'importance de celle-ci en 2020 face à toutes les nouvelles innovations et les nouvelles technologies. Et finalement, on va parler des impacts que ça va avoir spécifiquement sur vos PME. Bonjour Justine, comment vas-tu? Bonjour, très bien et toi? Ça va très bien, merci. Peut-être pour nos auditeurs, tu pourrais expliquer un petit peu ton parcours et où tu en es jusqu'à présent. Parfait. Je réalise actuellement un doctorat en management à l'Université Laval. Je suis en dernière année, donc dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement à la perception de l'IA au travail. Donc vraiment tout le volet humain du changement amené par l'IA. Auparavant, j'ai beaucoup travaillé en ressources humaines et actuellement, en parallèle de mes études, je donne des cours également à l'université. Ok, parfait. Qu'est-ce qui t'a intéressé à la gestion du changement et plus particulièrement à l'intelligence artificielle? Je pense que toute personne qui étudie en ressources humaines a quelque part une passion et une volonté de comprendre comment fonctionnent les humains au travail et comment faire en sorte de créer un environnement qui soit à la fois stimulant, productif et épanouissant. D'un autre côté, au niveau plus personnel, j'ai toujours été très passionnée par les nouvelles technologies, assez fascinée de ce que ça pouvait faire autant positivement que négativement. Donc finalement, ma thèse, c'est un peu une fusion entre les deux. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement dans le changement qui est amené par l'IA, c'est le fait que ça soit extrêmement rapide et très différent de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Très innovant. Ouais, ben c'est clair, je pense que ces deux points-là sont super intéressants, à la fois la rapidité, puis on le vit, là, juste le 10 ans, on n'avait peut-être pas cette peur-là. Est-ce que d'après toi, la peur, on la vit tous un petit peu de se faire remplacer par la machine, par le robot. Est-ce que tu penses que c'est rationnel, puis, ou du moins à quel point ça l'est? Ce que je pense pour commencer, c'est que c'est naturel d'avoir peur. Ça, c'est physique, c'est dans notre cerveau, c'est biologique. Un être humain face à quelque chose qui est inconnu, on a une réaction qui est la peur de l'inconnu. Donc d'abord, il faut se rassurer en se disant que si on a peur, on n'est pas anormal, c'est tout à fait naturel. Mais on peut travailler dessus, puis il y a plusieurs choses à faire justement pour essayer de soit réduire cette peur, soit de mieux la cerner, de mieux la comprendre et d'agir en fait finalement dessus. Ouais. Ouais, c'est clair que d'agir, c'est de plus en plus important, puis de peut-être se pousser à devenir meilleur. C'est un peu, en fait, moi, quand j'ai peur par exemple, de me faire remplacer, récemment, ils ont sorti GPT-3, le nouvel algorithme de OpenMind qui, plus ou moins, peut programmer. Et à chaque fois, je me dis, ah, ben, dans ce cas-là, je devrais devenir encore meilleur. Est-ce que c'est quelque chose une réaction que les gens ont quand ils ont peur ou. euh, Je pense qu'il y a deux types de personnes déjà. Il y a des personnes qui sont pour la technologie et d'autres qui sont contre la technologie. Mais je dirais même qu'il y a une troisième catégorie de ceux qui ne savent juste pas à quoi l'IA va servir, puis qui sont ouais. indécis, tout simplement neutres. Euh, je pense que tous les types de personnes, c'est très important de les avoir. Ce qui nous différencie, nous, de l'intelligence artificielle, c'est quand même notre capacité à raisonner de manière critique aussi, de sortir de ce qu'on nous, des règles qui nous sont enseignées, puis de penser en dehors de la boîte, justement. Que l'IA, pour le moment, si elle pense en dehors de la boîte, c'est qu'on lui a demandé de le faire. Nous, en tant qu'êtres humains, c'est naturel. Du moins, c'est censé l'être. Ça, c'est un autre débat de savoir si on est manipulé ou si on possède toujours notre esprit critique, mais j'ai encore foi en l'humanité, donc je dirais qu'on a tous cette capacité. Donc, je pense que oui, c'est normal d'avoir peur, mais en même temps, oui, c'est aussi normal de pouvoir se dire que la technologie va nous rendre meilleurs parce qu'elle a le potentiel de le faire, mais il faut rester critique sur l'utilisation qu'on peut en faire, puis
ne pas, par fascination pour la technologie, oublier qu'il y a des enjeux puis des dangers quand même. Il ne faut Ouais. pas être naïf. Si on rebondit sur ça, d'après toi, c'est quoi les plus grands enjeux, les plus grands dangers? Moi, le plus grand danger que je vois en tant que personne formée dans les ressources humaines, c'est qu'il y ait un écart entre ce que l'on souhaite mettre en place et ce qui soit possible de mettre en place. Dans le sens où, au niveau technique, l'IA, elle fait des prouesses, puis on le voit tous les jours. Il y a juste à regarder sur Google, il y a toujours des nouvelles applications extraordinaires puis, qui vantent le potentiel de l'IA, puis c'est fantastique. Puis je suis vraiment contente de ces belles percées. Mais pour que ça puisse être utilisé dans le monde du travail, du moins, il va quand même falloir que les travailleurs soient en mesure de le faire, comprennent ce que c'est l'IA. Dans une certaine mesure, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller comprendre comment est composé un ordinateur pour l'utiliser au quotidien, pour faire nos rencontres Zoom, etc. L'IA, ça sera la même chose. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne, jusqu'où ça peut aller, puis qu'est-ce que ça fait, quelles sont les opportunités, comment moi, en tant que travailleur, je peux travailler avec l'IA, toutes ces choses-là. Donc, je pense que le premier enjeu, c'est que les travailleurs ne soient pas forcément prêts à ça. Ensuite de ça, je pense que ça peut aussi encore creuser les inégalités entre les différents pays parce que l'IA, ça reste quand même assez cher. Les dispositions qu'il faut avoir en place au niveau technique pour pouvoir implanter l'IA, c'est pareil, ça représente des coûts. Les très grosses compagnies technologiques, c'est sûr, elles le font très bien parce que c'est leur domaine d'activité. Mais les autres secteurs d'activité, ça ne va pas forcément être le cas. Puis les moyens ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Donc, moi, ça, c'est un deuxième enjeu que je vois. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enjeux éthiques aussi. Jusqu'où on veut aller. On voit des différences entre les États-Unis, l'Europe, puis la Chine, par exemple. Les utilisations ne sont pas faites de la même manière. Donc, je pense que pour une fois, les pays n'auront pas trop le choix que de collaborer ensemble si on veut vivre dans un monde où l'IA respecte les humains, puis la paix dans le monde, quelque part. Oui, ça c'est peut-être un sujet d'une autre capsule totale. C'est ça. Mais je voudrais sinon aller un peu plus sur le côté des inégalités. Tu as parlé entre les pays. Oui. Est-ce que, d'après toi, ça peut aussi créer des inégalités entre les travailleurs d'un même pays? Oui. Oui, ça peut créer des inégalités rien qu'entre les hommes et les femmes. Il y a à peu près seulement 20% des professionnels qui travaillent dans l'IA qui sont des hommes, des femmes, je veux dire. Donc, il y a 80% d'hommes. Donc, déjà là, au niveau du genre, au niveau de la représentativité, c'est certain que ça risque de créer encore plus d'inégalités. Les femmes ne sont pas suffisamment formées en sciences, en informatique. Elles sont sous-représentées dans ces domaines-là. Donc, si on remplace tous les emplois dans lesquels les femmes travaillent actuellement, ça risque d'être les premières visées par la suppression d'emplois. Puis les premières personnes à bénéficier de la création d'emplois dans l'IA, ce seraient les hommes. Donc là, il y a une première inégalité. Ensuite, c'est certain que les personnes qui ont certainement moins de formation aussi, peut-être qu'elles auraient plus de difficultés à se requalifier, à se repositionner sur les nouveaux postes. Donc, encore une fois, ça risque d'être un écart sur le point que je disais précédemment, que les travailleurs soient prêts à ce monde du travail du futur, finalement. Et sinon, peut-être aussi au niveau générationnel. Il n'y a pas d'études qui sont faites encore à ce sujet-là, mais c'est certain que si on a déjà des difficultés à utiliser des outils, des logiciels simples, plus ça va devenir complexe, plus ça va être difficile pour ces personnes-là de s'adapter. Donc, il y a plusieurs inégalités possibles. Ouais. Ouais, très bon point. OK. Sinon, si on va un peu plus du côté gestion du changement, peux-tu me définir concrètement ce que c'est la gestion du changement, ce domaine-là ou cette science-là, et Mhm. comment vous voyez ça? Si je dois résumer dans des termes simples, la gestion du changement, c'est le fait de mettre en place différentes opérations pour finalement emmener une organisation vers vers un changement. En fait, on est dans une situation actuelle qui nous apparaît comme non plus satisfaisante, donc insatisfaisante. Puis on veut aller vers une autre situation future qui est, elle, finalement, c'est notre objectif. Et entre les deux, il y a un écart.
pour passer de la situation insatisfaisante à la situation satisfaisante, il va falloir mettre en place plusieurs opérations à suivre pour implanter et conduire ce changement-là. OK. Je pense on est justement là-dedans avec l'IA. Pourquoi c'est si important en ce moment de se pencher là-dessus, d'après toi? Bah, c'est sûr que là, on introduit une nouvelle technologie. Il va falloir mettre à jour les connaissances à ce sujet-là. C'est un changement qui est extrêmement rapide. On voit que les organisations s'arrachent l'IA à droite à gauche pour pouvoir être les premiers à le faire, puis vraiment prendre une place de premier dans son secteur d'activité, puis pour l'avantage concurrentiel. Donc, c'est certain que là, la conduite du changement, ça devient un enjeu pour les organisations en ce qui a trait à l'IA, mais aussi ça se justifie par le fait que c'est extrêmement médiatisé, l'intelligence artificielle. Ça fait en sorte que ce soit les travailleurs, les actionnaires, les différentes parties prenantes, en fait, les attentes peuvent être très élevées, voire même dériver sur des fantasmes. Et l'objectif de la conduite du changement aussi, c'est justement de déterminer qu'est-ce qu'on souhaite faire, nous, dans notre organisation, de le clarifier, de justement cadrer c'est quoi la situation qu'on souhaite viser, qu'est-ce que l'on veut mettre en place, le sens, le pourquoi, etc. Plusieurs étapes de la gestion du changement. Donc, en fait, c'est un incontournable. On ne peut pas juste dire demain, moi, dans mon organisation, je vais mettre de l'IA. D'accord, très bien, mais concrètement, il y a plein de choses à faire pour que ça se fasse, autre que juste l'acheter. Ouais, ben c'est ça. Je pense que tu résumes bien un défi qu'il y a eu dans les dernières années, que ça part des laboratoires informatiques des universités et entre ce qui est fait en recherche et ce qui peut être implanté, il faut qu'il y ait un plan, il faut que ça soit justement géré, ce changement-là. Fait que, effectivement, je pense pas que tu vas manquer de travail dans dans les Non, c'est ça. prochaines Puis, années. il y a plusieurs cabinets de consultation. Par exemple, j'en ai travaillé pour un l'été passé à Montréal. Et pendant justement cet emploi-là, je me suis aussi rendu compte qu'il y a beaucoup d'organisations qui pensent que l'IA, c'est beaucoup plus simple que ce qu'ils connaissent réellement. Puis qu'il y a des incontournables. Avant de pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle, il faut déjà avoir des données et en plus que ces données-là soient de qualité. Donc, en fait, il y a quand même vraiment plusieurs étapes avant d'intégrer concrètement l'intelligence artificielle puis que ça réponde à un besoin réel. Donc, Ouais. il y a un écart. Non, non, ça c'est clair que certains pensent que ça peut être magique, remplacer rapidement ses employés, mais si tout n'est pas en place, ça ne sera pas si Oui, facile. puis en plus de ça, il y a beaucoup de vendeurs d'intelligence artificielle qui le vendent de cette manière-là aussi, que Ouais. c'est très facile, puis que tout va bien se passer, achetez-moi mon produit, et puis le reste suivra. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, puis c'est là qu'après, ça crée beaucoup d'enjeux organisationnels finalement. Ouais. Puis tu parlais que tu avais été consultante chez Actionnable, là, pour ne pas les Oui, nommer. ouais, à Euh, Montréal. Ouais, ben ça, je me demandais, c'est quoi justement le genre de mandat que vous aviez, ou ben, si tu peux en discuter ou Oui, en bah fait, après, je pense que eux seront les mieux placés pour parler de l'organisation parce que c'est un cabinet de consultation qui est européen à la base, de Paris même plus précisément. Là, ils ont ouvert depuis l'année passée, finalement, le printemps passé, un cabinet à Montréal. Mais grosso modo, ça va tant du développement, de recherche et développement à justement la conduite du changement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Donc, dans ce type de cabinet-là, ça va vraiment du développement jusqu'à la mise en œuvre de l'IA dans l'organisation. OK. Puis toi, là-dedans, Moi, j'étais vraiment ouais. plus spécifique au niveau, spécialisée au niveau de la conduite du changement, l'accompagnement, justement, à tout ce qui était formation. J'ai donné une formation dans le cadre de cet emploi-là. OK. Super intéressant. Sinon, côté conseil pour les entreprises, pour peut-être les PME qui aimeraient qui aiment ça se lancer là-dedans, je ne sais pas si tu avais des conseils spécifiques ou des trucs à l'inverse à ne pas faire ou à éviter, là. Je dirais que ce qui est vraiment essentiel, c'est vraiment de définir la raison pour laquelle on veut intégrer de l'intelligence artificielle, puis se poser les bonnes questions. Faire de l'IA pour faire de l'IA,
pour mettre ça en avant sur son site web, bah, c'est comme toute technologie, ça représente un coût et on veut un retour sur investissement. Donc, on ne veut pas payer quelque chose puis ne pas l'utiliser ou que finalement, ça ne réponde pas à notre besoin réel. Donc, déjà, pour commencer, de clarifier ses besoins. C'est le rôle d'entre autres de certains cabinets de consultation qui accompagnent là-dedans, mais après, c'est certain que ça dépend aussi des moyens. Tu me parlais de PME. Toutes les PME ont les moyens de recourir à ce type de service-là. Mais c'est déjà une réflexion que les dirigeants peuvent avoir tout seuls. Après, peuvent se faire guider s'ils le souhaitent. Sinon, en termes d'autres conseils, mon conseil principal, ça serait de ne pas oublier les travailleurs. Certains. Ouais. Moi, c'est c'est mon cheval de Troie. Hein, mais si on veut que ça soit vraiment utilisé dans les organisations, et en fait, il y a près de 70% des changements qui échouent à cause que les humains ne sont pas considérés. C'est quand même un chiffre qui est assez conséquent. Donc, encore une fois, les coûts sont élevés, on veut que ça réussisse, mais si on veut que ça réussisse, il faut mobiliser ses employés, et puis il y a plusieurs choses à faire à ce niveau-là. Et c'est vraiment très important d'agir en amont puis de préparer son terrain avant d'aller plus loin, en fait. Non, c'est clair. Puis même, pour faire du pouce sur ce que tu dis, je pense qu'il faut que aujourd'hui, la technologie n'est pas disponible pour remplacer les humains. Il faut que les travailleurs soient dans les projets parce que c'est souvent des trucs, des projets d'aide à la décision ou pour les aider à augmenter leur productivité, mais il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils soient Mais j'irais même on plus board. loin, en fait, c'est que même si, parce que malgré tout, il y a quand même, c'est un débat, hein, mais je pense qu'il y a quand même certains types d'IA qui sont capables de remplacer les humains. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on veut aussi que ça le fasse? Est-ce qu'on veut vraiment remplacer l'humain? Est-ce qu'on veut que la décision finale dans un processus de recrutement, ça soit une IA qui le fasse? Est-ce qu'on veut que le robot qui fait de la chirurgie aille jusqu'au bout sans même que le chirurgien humain ait donné son accord? Ça, c'est toute une réflexion à avoir au niveau justement des enjeux éthiques dont je parlais tout à l'heure. Mais oui, c'est quand même vrai qu'il y a beaucoup encore d'IA qui ne sont pas si efficaces que ça et qui sont limitées. Et, ouais. Sinon, question plus haut niveau, penses-tu qu'on va arriver à un point où justement on va être capable de remplacer la majorité des tâches que l'humain fait? Et là, c'est une autre question, mais qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là avec les emplois? Puis, Je pense que déjà, on est très loin que ça soit réalisable à tous les niveaux, tous les emplois, toutes les tâches que l'on fait. J'ai quand même la croyance qu'il y a beaucoup de tâches qui peuvent nous être enlevées et remplacées par l'IA et selon moi, pour le bien de certains métiers. Il n'y a personne qui aime passer 40 heures à rentrer la même information dans une base de données. Du moins, présentez-moi cette personne, j'aimerais lui parler, ça serait très intéressant de comprendre. Mais de manière générale, toutes les tâches un peu plus fastidieuses puis moins intéressantes, c'est certain que oui, on va être capable de dégager tout ça. Mais remplacer l'ensemble des métiers par de l'intelligence artificielle, selon moi, ça ne va pas être possible. Et de toute façon, rien que par enjeu de pouvoir, les humains ne se laisseront pas faire. Mais ça, c'est ma croyance en tant que personne ayant travaillé dans les ressources humaines. Mais OK, ouais, non, mais ça, je pense que c'est un point que j'avais pas entendu, mais c'est vrai que les humains ne se laisseront pas faire. L'autre point que j'avais entendu, qui est un peu dans la même idée, c'est que si on crée des machines si intelligentes, pourquoi elles voudraient justement faire rentrer des données dans les bases de données? Peut-être qu'elles non plus ne voudront pas faire ça. ouais, mais c'est là que j'espère que les humains continueront de dominer la machine et de pouvoir exercer un certain pouvoir dessus et forcer à faire ce que l'on souhaite faire pour notre utilité à nous. Moi, je pense que si on doit résumer, il faut garder en tête que l'objectif de toute innovation, de toute technologie, c'est d'améliorer notre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et l'IA, ça reste un outil. Il n'y a pas encore de conscience dans l'intelligence artificielle. Ça reste de la simulation de ce que l'humain est capable de faire. C'est capable de faire des choses beaucoup plus poussées que des calculs que nous, on n'est pas capable de faire ou dans des temps extrêmement longs. Donc, il faut voir les forces de chacun, la force de l'IA, la force de l'humain, puis plutôt que de vivre ça comme une compétition, essayer de réfléchir à comment on peut collaborer pour que ça fonctionne au mieux, puis qu'on
qu'on soit satisfait à travers tout ça. Oui, je pense que ça résume bien. Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose en terminant? Mais écoute, je pense que ça fait le tour des questions que tu souhaitais aborder aujourd'hui, mais si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Non, pas pour l'instant. Sinon, c'est quoi la meilleure façon de communiquer avec toi si des auditeurs ont des questions? Je pense que de me contacter via ma page LinkedIn, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Je réponds assez souvent et je suis joignable rapidement. Parfait. Donc, à Justine Dima sur LinkedIn. Sinon, je voulais te remercier pour ton temps, pour ton expertise, surtout parce que ça a été super intéressant de discuter avec toi. Mais ça fait plaisir. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si le sujet vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à bientôt!